Ma quanto tempo durano sempre. On vous passera le micro. Pour l'instant, il reste à Dunia. Bon, écoutez, d'abord je suis contente, ça fait depuis l'âge de 15 ans que je ne suis pas revenue en Corse. J'ai eu une dizaine de vies entre mon enfance où la Corse était présente et aujourd'hui. Et j'ai été très heureuse depuis 2 jours de revenir ici. Je pense que ça va être des retrouvailles, donc je tiens à partager ça avec vous d'abord. Ensuite, je suis là pour vous parler de Daesh, du radicalisme. Je vais essayer de partager avec vous ce que j'ai compris, parce que le hasard a fait que j'ai pu travailler à partir de 1000 conversations de jeunes avec leurs recruteurs par Internet, parce que des parents sont venus à moi il y a 2 ans, et le premier papa des parents des enfants radicalisés était un gendarme. Sa fille, qui était non musulmane, était radicalisée, embrigadée par les recruteurs de Daesh. Et comme c'était l'un des premiers papas, il avait appris à tous les parents à mettre des micros sur les ordinateurs et sur les téléphones, ce qui est totalement interdit. Mais grâce à ça, ils ont pu enregistrer tout ce que les recruteurs disaient et j'ai pu l'étudier et j'ai pu du coup comprendre ces fils invisibles des recruteurs de Daesh qui sont très différents d'Al-Qaïda, qui saisissent énormément de jeunes sur le continent. On a mis en place, le gouvernement est venu à moi pour que je construise ce qu'on appelle des indicateurs d'alerte, c'est-à-dire qu'on apprenne aux parents à s'inquiéter, à détecter un embrigadement. On a construit un numéro vert tenu par la police, et sachez qu'en 1 an et demi, 15 000 parents ont téléphoné à ce numéro vert pour dire « Je pense que mon enfant est en train de se faire embrigader ». Et l'UCLAT, c'est la police. Donc les 15 000 familles qui ont téléphoné à ce numéro vert avaient confiance dans les forces de police. On perd énormément de classes populaires parce que les classes populaires ont peur de téléphoner en se disant qu'on n'aura pas les moyens de se payer un avocat s'il y avait une injustice, si jamais le frère ou la sœur était stigmatisé par la police, s'il y avait une surveillance de tous les autres. Donc 15 000, c'est les gens qui se sont inquiétés mais qui font confiance aux institutions de l'État. C'est pour vous dire qu'on a vraiment un vrai problème avec cette sorte d'embrigadement. Je suis donc là pour essayer de partager ma compréhension de ces fils invisibles, sachant que tous les jours je découvre quelque chose d'autre, je remets en question ce que j'ai compris, qu'on n'est pas dans la science exacte, qu'on est humble, mais que c'est un devoir de partager ce qu'on a compris, parce que seule la vigilance de tous les citoyens, quels qu'ils soient, c'est cette unité des Français qui pourra vraiment combler et comment dire, se battre avec cette nouvelle guerre. Daesh ne fait pas qu'une guerre. Daesh bouleverse les repères civilisationnels au niveau collectif et les repères émotionnels au niveau individuel. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre comment il s'y prend pour arriver à déshumaniser les djihadistes eux-mêmes, qui n'éprouvent plus aucun sentiment humain, et aussi déshumaniser les futures victimes de ces djihadistes, puisqu'ils ont en commun avec l'ancien mouvement nazi de ne pas faire que tuer des gens, mais aussi de ne pas sentir de sentiment de culpabilité, de leur enlever leur aspect humain, de les considérer comme des simples choses, afin d'aller au bout du projet d'extermination. C'est pour ça que c'était important pour moi de répondre à cette invitation, pour partager au moins, au fur et à mesure, ce qu'on peut comprendre et comment on peut être vigilant. Alors, sur ces 15 000 appels de parents, 9 300 avérés radicalistes d'après la police,
6 000 par an se seraient inquiétés pour rien. Il y a des jeunes très différents. Il y a des jeunes de familles populaires et de confession musulmane, mais à la différence d'Al-Qaïda, ils arrivent aussi, et c'est ça qui est terrifiant, à embrigader des jeunes qui ne sont pas issus de familles musulmanes et qui n'ont aucun lien avec l'islam. Soit des familles carrément de référence athée, soit des familles de référence catholique, soit des familles de référence protestantes, et on a même un 3% de familles de référence juive. Pour vous dire que Al-Qaïda touchait plutôt des hommes musulmans qui étaient dans l'islam politique, avec une hiérarchie, avec une filière, avec une idéologie bien ancrée. Daesh a un territoire, il a planté son drapeau, il a pris les puits de pétrole, il est riche, et il veut récupérer sur son territoire tout ce qui est bon à prendre. Ça va de la fille de 12 ans. J'ai eu des petites de 12 ans qui sont parties 2 fois, 3 fois, 4 fois, récupérées par la police, une fois à la frontière italienne, l'autre fois en Turquie, l'autre fois en Allemagne. Tous les chemins sont bons pour partir là-bas. Les garçons, ça commence plutôt à 15 ans. La tranche d'âge moyenne, on peut dire que c'est du 15-25. L'âge où on devient adulte, l'âge où on rentre dans le monde réel, et l'âge où peut-être on a besoin d'un idéal et d'avoir une mission. Comment s'y prennent-ils pour toucher autant de jeunes? La première étape de Daesh, d'abord, c'est de se servir d'Internet. Internet, contrairement à Al-Qaïda, permet d'arriver masqué. Les recruteurs de Daesh ne viennent pas en disant « je suis recruteur de Daesh ». Non, ils arrivent comme des amis, ils arrivent comme des professeurs, ils arrivent comme des séducteurs, et ils font parler la personne pour essayer de distinguer quel type de jeune c'est. Est-ce que c'est un jeune qui a subi une mort brutale dans sa famille? Tiens, celui-là, il vient de perdre son grand-père d'un accident brutal, il ne s'y attendait pas, il est très vulnérable. Est-ce que celui-ci, sa famille est au chômage, il vit dans un quartier où il ne trouve pas de travail, il n'a pas d'espoir social, il a l'impression qu'on ne veut pas de lui? Tiens, on va accentuer cet aspect-là. Est-ce que c'est un jeune qui a été élevé dans une famille avec des valeurs humanistes ou qui voudrait être assistante sociale ou éducateur? Tiens, on va lui faire croire que s'il s'engage avec nous, il pourra sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad. Et en faisant parler le jeune, en essayant de voir un petit peu son niveau social, son niveau culturel, son idéal, ses vulnérabilités personnelles, en même temps, ils lui font peur. En même temps, ils commencent à leur passer des vidéos où ils lui disent que tous les adultes lui mentent. Ce sont des vidéos que vous pourriez regarder sur les vaccins. Est-ce que ce vaccin, on a assez de recul? Est-ce qu'on va tout de suite le mettre en place pour nos enfants? Sur les médicaments, tiens, ce médicament, il est nocif et pourtant il est encore en vente. Et on va comme ça leur passer des vidéos qui n'ont rien à voir pour commencer avec l'islam, surtout quand il s'agit de jeunes non-musulmans, parce qu'un jeune non-musulman ne serait pas attiré par une vidéo parlant de l'islam tout de suite. Donc on va lui faire peur avec des choses de la vie quotidienne. Tous les adultes te mentent. On te ment sur ce que tu manges, on te ment sur la façon dont on te soigne, on te ment sur l'histoire, on te ment sur la politique. Bien sûr, régulièrement, on a un scandale avec un homme politique véreux, donc ça, c'est pas très compliqué. On te ment sur tout ton environnement. Les adultes sont des menteurs. Et alors, avec le lien YouTube, le jeune ne se méfie pas. D'abord, il y a un mélange de vrai et de faux dans ces vidéos. Et puis, ça s'enchaîne. On a un vrai choc générationnel avec les jeunes. Mais quand vous êtes sur Internet, YouTube vous propose toujours des vidéos qui vont dans le même sens que celles que vous avez regardées. Ce n'est pas des vidéos sur le même thème, c'est des vidéos qui vont dans le même sens. Il est dans sa chambre, ce jeune. Il est dans son univers familier, dans son fauteuil, là où il fait ses devoirs. Et donc, il ne se méfie pas. Et comme il ne se méfie pas, il commence
à se dire « Ah, mais c'est pour ça que je me sens si mal. Je me sens si mal parce qu'en fait, je suis dans un monde où tout le monde me ment. C'est pour ça que je suis mal dans ma peau. Parce que quel adolescent n'a pas été mal dans sa peau ?» Et puis, ils vont passer la vitesse supérieure. Ils vont lui donner des vidéos où on va lui dire « Ce ne sont pas que des adultes qui te mentent. Ce sont des sociétés secrètes basées en Israël, les Illuminati par exemple, qui en fait organisent le monde de façon à abrutir l'ensemble des populations. Tu sais, quand tu vois dans le ciel les traînées blanches, eh bien en fait, on t'envoie des hormones pour t'endormir. Et tous les adultes que tu vois autour de toi sont complètement endoctrinés par ces gens-là. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ne voient pas le monde tel qu'il est. Ce sont ces sociétés secrètes qui ont inventé et organisé le chômage, qui ont fabriqué le virus HIV, Ebola. Ce sont elles qui laissent tous ces médicaments. Ce sont elles qui gouvernent le monde pour garder le pouvoir sur elles. Et la troisième étape, c'est carrément des vidéos qui voudraient faire croire aux jeunes que quand ils regardent la télévision, quand ils regardent des publicités, quand ils regardent des produits, quand ils achètent des vêtements, dans chaque image, dans chaque marque, dans chaque chanson, il y aurait des images subliminales qui amèneraient cet endoctrinement de la part de ces sociétés secrètes. Alors on va lui montrer Coca-Cola dans une glace, on va lui dire, il y a marqué « No mec, no Mohamed », si tu mets Coca-Cola dans une glace, tu vas voir qu'en fait, de manière inconsciente, on t'éloigne de l'islam. Pourquoi ces sociétés secrètes t'éloignent de l'islam? Parce que l'islam, pas l'islam, hein, pas l'islam depuis le XIVe siècle, non, pas celui-là, parce que celui-là, les musulmans sont aussi endormis et endoctrinés par ces sociétés secrètes. Non, le vrai islam, celui que nous possédons, la vraie vérité. Nous sommes les véridiques de l'islam. Les seuls que ces sociétés secrètes n'avons pas endoctrinés, n'ont pas endoctrinés. Et seul ce vrai islam peut combattre ces forces sataniques obscures des Illuminati. C'est pour ça que ta seule solution pour te réveiller, pour garder ton discernement, pour combattre ces sociétés secrètes, c'est de devenir un véridique du vrai islam que nous possédons. Et le jeune, en fait, arrive dans une posture où il a l'impression qu'il est le seul à voir la vérité du monde et que tous les adultes qui l'entourent sont aveugles de cette corruption. Ils vont commencer par amener le jeune à fuir, avoir envie de fuir ce monde qui est présenté comme corrompu. C'est une espèce d'approche anxiogène qu'ils mettent en place. Anxiogène, émotionnel, qui passe vraiment par Internet. Et finalement, les seules personnes qui sont capables de rassurer ces jeunes, petit à petit, c'est ceux qui lui parlent par Internet. Il commence à se méfier de tout le monde. C'est pour ça que les indicateurs d'alerte, on les a construits à partir des comportements de rupture. C'est-à-dire que je ne connais pas un radicalisé qui reste ami avec ses anciens amis, parce qu'il les voit comme des gens endormis. Donc, il se dit, mais enfin, wake up! Pourquoi tu ne te réveilles pas? Et il va se détacher de ses anciens amis d'enfance. Premier indicateur. Deuxième indicateur, il va baisser ses résultats à l'école, commencer de l'absentéisme scolaire. Il est là sans être là. On dirait qu'il a des yeux vitreux. On dirait qu'il n'entend pas. Les professeurs se disent, est-ce qu'il prend du hashish? Est-ce qu'il est en dépression? Eh bien, nouvelle problématique, il pourrait être en train d'être embrigadé. Parce qu'il va se méfier des professeurs, parce qu'il perçoit les professeurs comme des gens qui voudraient l'empêcher d'avoir du libre arbitre et qui vont collaborer avec ces sociétés complotistes qui veulent l'endormir. La confiance n'étant pas là, il n'arrive plus à apprendre. Le troisième élément, c'est bien sûr la rupture avec les activités de loisirs, la mixité, le cinéma, le restaurant, le sport, la boxe. Je ne connais pas un radicalisé qui continue ses loisirs. Là, à ce stade, il a commencé quand même
à s'intéresser au vrai islam. Et ceux qui prétendent détenir ce vrai islam vont aussi lui dire qu'il y a des versets coraniques qui demandent de ne pas se mélanger avec les juifs et les chrétiens. Parce que les juifs et les chrétiens n'ont qu'une idée, c'est d'empêcher les musulmans d'être musulmans. Et que donc s'ils se mélangent, il ne pourra pas rester musulman. Et qu'il ne faut pas écouter leur musique. Parce que là aussi, ils auraient mis des messages subliminaux que dans le disque des Beatles, eh bien, à l'envers, de façon inconsciente, rentre l'idée fuck Jésus ou fuck Mohamed. C'est les vieux intégristes chrétiens d'ailleurs qui avaient sorti ça il y a 20 ans, ils l'ont repris, c'est presque rigolo. Alors le jeune va se couper de ses activités, de toute culture. Les radicaux veulent donner le sentiment au jeune qu'il va rejoindre Dieu quelque part et qu'il n'a plus de racines dans la civilisation, dans la culture, dans la communauté humaine. Le quatrième indicateur d'alerte, c'est la rupture familiale. Alors, évidemment, cet indicateur, il fonctionne quand la famille n'est pas radicalisée. Si, évidemment, papa, maman sont radicalisés, ils ne nous téléphonent pas, ils ne téléphonent pas à la police pour demander à Dounia Bouzard de venir déradicaliser l'enfant. Donc moi, j'ai affaire à des familles qui veulent sauver leur enfant du radicalisme, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur conviction. Et il y a toujours, quand il y a radicalisation, il y a toujours désaffiliation. C'est-à-dire que le groupe radical va toujours essayer de remplacer la famille. Il va proposer un groupe de substitution qui va reprendre l'autorité familiale. D'ailleurs, ils déchoient le père. Ils mettent un tuteur en disant, de toute façon, ton père, même s'il est musulman, même s'il a fait 5 fois le pèlerinage de la Mecque, il n'est pas vraiment musulman puisqu'il accepte de vivre dans un pays qui est gouverné par les sociétés secrètes. Si c'était un vrai musulman, il serait parti chez Daesh. Tout ce qui n'est pas Daesh, c'est des gens qui acceptent de marcher avec Daesh. Même le meilleur imam du coin est perçu comme un perverti. L'imam ne fait plus autorité sur le jeune. Donc il y a toujours une désaffiliation. Le jeune ne considère plus ses parents comme ses parents. Il va les traiter de mécréants, de kofards en arabe. Il va plus du tout écouter ni père ni mère. Et il va essayer de se réaffilier, plus il va couper avec ceux qui contribuaient à sa socialisation avant, les professeurs, les parents, les grands frères, les grandes sœurs, les éducateurs, les animateurs, plus il va se rapprocher de ce groupe qui finalement devient le seul avec qui il a des idées communes, avec qui il se sent bien, avec qui finalement il a la même grille de lecture. Et les radicaux vont tout faire pour renforcer la fusion au sein de ce groupe. Je vous rappelle que toutes les idéologies de rupture reposent sur l'exaltation de groupe. C'est vieux comme le monde. C'est le fait que les membres d'un groupe sont en fusion qui va faire la force du groupe. Et progressivement, c'est le groupe qui va penser à la place de l'individu. Et progressivement, c'est le groupe qui va exister à la place de l'individu. Et c'est aussi pour provoquer ce sentiment de fusion qu'ils vont utiliser des vêtements qui ôtent les contours identitaires. Quand je parle de vêtements couvrants qui ôtent les contours identitaires, je parle de ces grands gilbebs gris ou noirs qui descendent jusqu'à par terre, qui des fois, le niqab qui cache le visage, en Syrie c'est le sitar qui cache même les yeux. Ce sont des vêtements où la personne n'a plus de corps. La radicalisation va avec la désaffiliation, mais la radicalisation va aussi avec la désincarnation. Vous devez quitter votre corps. Vous devez ne plus exister progressivement avec votre corps. Vous devez ne plus éprouver de sensations, de plaisir, d'existence corporelle. Parce que moins vous serez dans votre corps, plus ce sera facile de vous absorber au sein du groupe. Moins vous serez un individu.
Quand on va travailler en déradicalisation, la première chose qu'on va faire, c'est essayer que le jeune embrigadé retrouve son corps. Puis après, on va inventer des techniques pour qu'il retrouve sa filiation. On va essayer de le réinscrire avec ses parents dans son histoire familiale pour qu'il retrouve ses repères affectifs, mémoriels, historiques. Parce que quand il aura retrouvé sa filiation et son corps, il pourra redevenir un petit peu un individu distinct de ce groupe qu'il a mangé quelque part. Et ces vêtements couvrants ont un effet certain. Pourquoi? Alors quand je vous parle de vêtements couvrants, je fais la différence très claire entre le foulard, qui fait partie des débats musulmans, qui fait partie de l'histoire musulmane, qui a des couleurs, et quelles que soient les croyances des musulmans, ceux qui croient qu'il est obligatoire, ceux qui croient qu'il n'est pas obligatoire, ceux qui croient que ce serait un signe islamiste, politique, ceux qui croient que c'est la tradition, ceux qui croient que c'est un signe de pudeur, ceux qui croient que ce serait au contraire une manière de montrer qu'on est proche de Dieu. Je laisse ce débat de côté. Ça, c'est un débat musulman. On pourrait faire une soirée sur le foulard, mais c'est un autre débat parce que les femmes restent des individus qui choisissent leur foulard et qui lui donnent une fonction. Elles gardent leur corps. Elles font une chemise, un pantalon, une jupe. C'est pas une désincarnation comme les vêtements des radicaux. Par contre, quand c'est ce vêtement qui enlève le contour identitaire, les jeunes femmes que j'ai reçues, plus de 600 jeunes femmes, le disent très bien. Elles disent, quand je me promenais dans la rue, c'était très très fort de porter le jilbab. Quand je voyais une autre femme jilbabée ou niqabée, j'avais l'impression que c'était un autre moi. On était les mêmes, on était exactement les mêmes, c'est comme si j'étais dans un miroir. Et comme on aurait dit un autre moi, une autre Fatima, une autre Chloé, parce que j'ai tous les prénoms, eh bien, on se sentait tout de suite en fusion. On n'avait même pas besoin de parler. On était les 5 doigts de la main. On formait un seul corps. Et quand on formait un seul corps, on se sentait invincible. On n'avait plus peur de la mort, on n'avait plus peur de la maladie. On se sentait unis. Et ce vêtement couvrant est aussi utilisé pour les hommes. On met le camis, alors c'est pas du tout la djellaba, hein. La djellaba c'est un habit traditionnel qui vient d'une tradition marocaine. Non, le camis c'est pour ces musulmans-là le vêtement qui était porté par le prophète, et on dit aux hommes, tu dois porter ce vêtement toute la journée parce que tu dois te distinguer des mécréants. Vous devez, vous les véridiques, vous reconnaître entre véridiques. Donc on accentue les ressemblances à l'intérieur du groupe qui détient la vérité et on accentue les différences, on augmente les différences avec ceux qui sont considérés comme des égarés, des hypocrites ou des mécréants selon qu'ils sont musulmans ou pas musulmans. Mais on va se distinguer des autres musulmans aussi. Alors juste une petite parenthèse, vous pouvez croiser quelqu'un qui porte un camis ou un jilbab qui va à la mosquée et qui n'est pas radicalisé parce qu'il va prier. Et quand un musulman prie, il se met dans une bulle, il se met un voile entre l'espace sacré et le reste de la pièce pour mieux parler à Dieu. Donc ça fait partie du rituel religieux de s'envelopper quand on fait sa prière. Et vous savez qu'on prie 5 fois par jour. C'est pas de la radicalité de prier 5 fois par jour pour un musulman. J'ai des mamans qui ne sont pas musulmanes qui me disent « mon enfant est complètement endoctriné parce qu'il prie 5 fois par jour ». Non, ça c'est le rituel musulman. Mais par contre, vous pouvez croiser quelqu'un qui a un vêtement comme ça, mais s'il le porte 24 heures sur 24, par contre, et qui pense qu'il va partir dans l'enfer si on voit autre chose de son corps, là, il n'en a peut-être pas conscience, mais c'est quelqu'un qui est en lien avec un discours radical. Parce que les musulmans, depuis la nuit des temps, ils mettent des foulards, souvent de couleur, et pas cette façon de cacher complètement son individualité.
Je reviens de Rabat, il n'y a pas une femme qui a un gilbab. Sur le continent, à Paris, c'est très rare de continuer à trouver des femmes en foulard. C'est-à-dire que les intégristes, les radicaux, ont quand même réussi à faire croire à tous les musulmans que la seule façon de se voiler, c'est de porter ces vêtements qui ôtent les contours identitaires. Quand vous voyez une femme qui porte un foulard, vous vous dites, tiens, une résistante, une féministe. Voilà où on en est, à force d'avoir validé les interprétations de ces radicaux. Alors une fois que cette fusion du groupe, elle est bien menée, que tous les gens du groupe se sentent faire un seul, on va accentuer leur sentiment de persécution, forcément. Avec ces vêtements, les gens ont une réaction, donc on va accentuer cette réaction de persécution en disant aux jeunes, vous voyez bien que les Français ne veulent pas des musulmans chez eux, vous voyez bien que leur soi-disant laïcité qui respecte les religions et les convictions de chaque citoyen ne fonctionne pas pour les musulmans, vous voyez bien qu'ils n'appliquent pas la laïcité de la même façon pour vous, et évidemment, ils leur disent, mais c'est parce qu'en vérité, les non-musulmans savent que le vrai islam est la solution pour combattre les sociétés complotistes, et donc ils ne veulent pas de l'islam parce qu'ils savent que l'islam est supérieur. Et la boucle est bouclée. À chaque fois que les gens ont cette réticence envers ces vêtements, forcément, ça renforce le discours de Daesh et on rentre dans un espèce de cercle vicieux qui est très très compliqué. À partir de ce moment-là, le jeune suit son groupe. Et là, vous avez une distinction entre les groupes piétistes, qu'on appelle salafistes, et les groupes djihadistes, qu'on appelle activistes. C'est quand même une vision du monde au départ qui est la même. C'est-à-dire que les salafistes piétistes et les djihadistes pensent qu'on ne peut pas vivre dans ce monde corrompu et que seule la loi divine peut garantir le fonctionnement d'une société non corrompue. Seules les lois d'Allah peuvent garantir une société non corrompue. La différence entre les piétistes et les activistes, c'est que les piétistes pensent qu'on peut quand même vivre dans une société de loi humaine, même si c'est un grand péché, mais c'est un péché, mais quand même, Dieu nous pardonnera, à condition de ne pas se mélanger avec les autres, à condition de ne pas mettre nos enfants dans la même école, à condition de ne pas regarder leurs films, à condition de ne pas écouter leur musique, à condition de ne pas les toucher, de ne pas se mélanger à eux, Dieu nous pardonnera. Alors que les activistes considèrent qu'on n'a pas le droit de vivre dans une société où il y a des lois humaines et que c'est le devoir de tout musulman d'imposer la loi divine, y compris en exterminant ceux qui ne veulent pas le comprendre. Et que Daesh va pousser la barre encore plus haut qu'Al-Qaïda, puisque Al-Qaïda voulait s'attaquer au gouvernement, à ceux qui travaillaient avec les gouvernements qui faisaient les lois humaines, comme les gendarmes, les policiers, que Daesh va plus loin. Daesh dit il n'y a pas d'innocents. C'est-à-dire que tous les citoyens d'un pays où il y a les lois humaines payent des impôts. Donc en payant des impôts, ils alimentent le gouvernement qui fait des lois humaines. Et donc on peut tuer des citoyens qui ne collaborent pas avec le gouvernement. Et c'est comme ça qu'on a pu voir les derniers massacres complètement horribles, justifiés par Daesh. Une fois qu'on en arrive là, ils vont essayer de donner aux jeunes une raison de s'engager. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Daesh va individualiser l'embrigadement. C'est-à-dire qu'il va proposer ce que j'appelle un motif d'engagement qui correspond au profil du jeune. Pour les filles, c'est souvent, on va leur proposer des idéaux d'un monde meilleur. On va leur proposer de faire de l'humanitaire. Pour ça,
ils vont repérer sur les réseaux sociaux les jeunes filles qui voulaient faire donc assistante sociale. Et à celles-là, ils vont proposer clairement d'aller là-bas en leur faisant imaginer qu'il y aura un monde qui vraiment sera fraternel, solidaire et égal. Et que vraiment le chauffage sera gratuit pour tous, les soins seront gratuits pour tous, l'école sera gratuite pour tous. C'est ce qu'on appelle, nous, le mythe de Deutschland, c'est-à-dire l'espèce d'utopie d'un monde juste avec la loi divine. Le deuxième motif d'engagement pour les jeunes filles, alors ces jeunes filles-là, on leur passe des vidéos d'enfants massacrés par Bachar el-Assad, des vidéos humanitaires qui montrent le peuple syrien en train de mourir, etc. On va aussi leur proposer d'être infirmières, leur faire croire qu'elles peuvent soigner ces enfants en l'espace de 2 mois. L'autre motif pour les jeunes filles, donc il y a, comme je viens de le dire, ce motif d'engagement d'un monde meilleur d'Aeshland, ce motif d'aller soigner les enfants gazés par Bachar el-Assad, que j'appelle Mère Teresa, et puis on va aussi leur faire croire que là-bas, elles seraient respectées en tant que femmes parce qu'il y a une interdiction de mixité, parce que ce sitar qui les couvre complètement, c'est l'écrin qui protège le diamant et que donc elles ne pourront pas être agressées sexuellement, et parce que comme les maris sont présentés comme des héros, eh bien forcément ils sont soumis à Dieu et ils les aimeront toute leur vie, elles ne seront jamais abandonnées. Comme par hasard, les jeunes filles de cette 3e catégorie sont souvent des jeunes filles qui ont subi un abus sexuel non traité et non parlé dans la petite enfance. Et elles, le discours qui leur promet une sécurité et une protection fait autorité. Alors vous allez me dire, mais Dounia, enfin quand même, avec tous les reportages qu'on a, là en ce moment sur BFM, il y a une Laura qui passe en boucle et qui raconte ce qu'elle a vécu là-bas. Comment ça se fait que ces jeunes filles croient ces sornettes? Mais vous oubliez un détail, c'est que dans la première étape d'embrigadement, je vous ai dit qu'ils les ont coupées de tout. C'est-à-dire qu'ils les ont persuadés qu'ils ne pouvaient plus allumer la télévision, parce que s'ils allument la télévision, ils auront des images subliminales et ils iront en enfer. Donc la seule propagande qu'ils ont, c'est celle de Daesh par Internet. Et ils arrivent à imaginer que même les témoignages qui arrivent des gens qui rentrent sont des gens, c'est que les sociétés complotistes et l'Occident auraient payé ces personnes pour raconter des bêtises sur Daesh. C'est quelque chose de très compliqué. Cette vision paranoïaque qui a été immiscée dans l'esprit des jeunes dans les premières étapes de l'hameçonnage, comme j'appelle ça, c'est le plus dur. C'est l'obstacle le plus difficile quand on veut les sortir de cette vision du monde. Pour les garçons, on leur présente plutôt des idéaux de soi. On leur présente d'aller se battre contre les soldats de Bachar el-Assad. On propose aux jeunes qui sont sans père ni repère d'avoir une place, une mission, de se venger, de venger les plus faibles contre les plus forts, de prendre l'autorité, de prendre la place de Dieu parfois. Il y a aussi ce type de motif d'engagement pour les garçons qui étaient anciennement délinquants. Il y a un autre motif d'engagement que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est le fait de faire miroiter à des jeunes qui ne savent pas toujours gérer leur sexualité, qui ont parfois des pulsions homosexuelles, qui ne savent plus trop où ils en sont, et on va leur faire miroiter le fait que s'ils s'investissent dans le vrai islam, eh bien, les rituels religieux vont, réguler leur pulsion sexuelle. Et ça, ces jeunes-là, ce sont les plus dangereux. Ce sont les plus dangereux parce que, comme les rituels religieux n'éteignent pas complètement leur pulsion sexuelle non assumée, très vite, ils entendent parler du paradis tel que les radicaux en parlent, et on leur dit, mais au paradis, pour celui qui était un peu addict à l'alcool, tu pourras avoir du vin à profusion,
tu pourras avoir des femmes à profusion et tu auras même des effets à profusion. Donc les radicaux présentent un paradis où tout ce qui est interdit sur terre est permis au paradis. Mais si tu veux aller au paradis tout de suite, sans avoir fait ton chemin et tes bonnes actions, il faut donc tuer sans mécréant. Et si tu tues sans mécréant, tu pourras immédiatement aller au paradis et avoir laissé libre cours à ton alcool, à tes pulsions sexuelles. C'est donc pour moi l'un des profils le plus dangereux. C'est celui de Nice, qui avait une vie homosexuelle, qui ne faisait pas que battre sa femme et qui avait des tendances homosexuelles pas complètement assumées. C'est celui d'Orlando, aux États-Unis, qui a massacré la boîte homosexuelle parce que lui-même, en vérité, avait une vie homosexuelle pas assumée. Hein? Donc c'est un profil assez dangereux. Alors, une fois que le jeune trouve une espèce de cohérence entre sa problématique personnelle, l'idéal qu'on lui promet et l'action, la place qu'on lui met, il est prêt à partir. À chaque motif d'engagement, il fabrique des vidéos différentes. Les journalistes ne vous passent que des vidéos où il y a des têtes coupées. C'est loin d'être la vérité. Ils sont beaucoup plus malins que ça. Au départ, ils ne passent pas des têtes coupées. À celles qui cherchent un prince charmant, ils vont passer une vidéo avec des cœurs roses et des gros barbus qui se mettent à genoux avec des bouquets de fleurs devant des femmes niqabées. Et vous avez toute une défilée de princes barbus qui sont à genoux de femmes niqabées avec une musique romantique, un paysage avec la plage. Ça, c'est pour les jeunes filles qui cherchent de la protection. Pour ceux qui veulent au contraire laisser une trace dans l'histoire et se battre, qui veulent remplacer l'ONU quelque part, qui veulent tuer les soldats de Bachar el-Assad, ils vont utiliser une vidéo avec la musique de Disneyland, du Pirate des Caraïbes. Et ils vont mettre même le Petit Prince de Saint-Exupéry en scène, avec l'épée du Seigneur des Anneaux tamponnée par Daesh, des références de l'univers des jeunes. Pour celui qui cherche la toute-puissance, là, ils vont faire des vidéos de ninja daeshisés, où on élimine tout le monde. Mais vous voyez, chacun a sa vidéo liée à son motif d'engagement qui est en adéquation avec son profil psychologique. C'est une catastrophe. Daesh a au moins 3 agences de communication pour chaque pays qui étudient la culture du pays, l'histoire du pays, le dysfonctionnement politique et historique du pays pour adapter ces vidéos à l'histoire de ce pays-là. Et ensuite, il adapte son discours à la psychologie des jeunes de ce pays-là. Moi, tout ce que je viens de vous dire, c'est uniquement pour la France. Je n'ai pas étudié ce qu'ils font en Angleterre, ni en Allemagne, ni au Japon, ni au Pays de l'Est, ni au Maroc, ni en Tunisie. Je n'ai étudié que les 1000 conversations de Français. C'est pour vous dire qu'ils ont une étendue macro, puis ensuite micro. Et évidemment, la dernière étape, ça va être pour eux de cette fameuse déshumanisation dont je vous ai parlé. C'est-à-dire que progressivement, ils font penser aux jeunes qu'ils ne doivent plus ressentir. D'abord, ils vont banaliser la cruauté. Ils vont banaliser la cruauté, ils vont banaliser les meurtres collectifs en faisant croire que ce sont des simples actes de guerre. Bon. Et puis, petit à petit, ils vont faire en sorte que le jeune ne ressente plus de sentiments humains, c'est-à-dire perçoit ce qui fait l'humain, le sentiment qui nous lie, comme un parasite, une faiblesse dans la mission divine. C'est-à-dire que le jeune intègre comme si la relation avec Dieu demandait de ne pas aimer les hommes et de ne pas ressentir de sentiments. Ils ont déjà préparé le jeune à ça, puisque le jeune n'écoute plus de musique, ne regarde plus de belles choses, ne parle plus à personne, ne parle qu'à des gens comme lui.
Donc ils ont déjà fait une espèce de préparation. Quand je vous ai parlé de désincarnation, le jeune est déjà un peu préparé à ne plus être un être humain. Il est plus lié à la culture, il est plus lié à aucune civilisation. Il n'est même pas lié à la civilisation arabo-musulmane, entendons-nous bien. Je vous rappelle que quand en Afghanistan, les intégristes ont pris le pouvoir, ils ont empêché les Afghans de continuer leur tradition de faire voler les cerfs-volants. Qu'est-ce que le cerf-volant a à voir avec l'islam? Enfin, je veux dire, pourquoi empêcher des gens? Parce que ça les rendait humains, parce que ça leur donnait du plaisir, parce que c'était leur tradition. Ils aimaient voir les cerfs-volants dans le ciel. Donc les intégristes ont immédiatement tué tous ceux qui faisaient voler un cerf-volant. Ils ont aussi tué tous ceux qui avaient un perroquet en cage. C'était aussi une tradition des Afghans. Beaucoup avaient des perroquets. Ils ont interdit les perroquets en cage pour la même raison. Tout ce qui fait l'être humain, tout ce qui fait la sensation, tout ce qui fait le cœur, le corps, est interdit parce que justement, ce qu'ils cherchent, c'est d'éteindre le sentiment humain. Le radicalisé n'a plus de relation humaine. Il est dans l'emprise. Il veut prendre l'emprise sur les autres. Il veut posséder les autres. Mais il n'a plus de sentiment humain. Il n'aime plus l'autre comme un humain. Vous savez, mon plus grand moment de solitude dans toute ma carrière professionnelle, pourtant, quand j'étais éducatrice, j'ai suivi des toxicomanes, j'ai suivi des trafiquants de drogue, j'ai suivi des gros délinquants, j'ai suivi des bandits, j'ai suivi des jeunes qui avaient carrément tué quelqu'un. J'en ai suivi des jeunes qui allaient mal. Toute la misère du monde, je la connais, 17 ans de service avant de devenir anthropologue. Mais le plus grand moment de solitude de toute ma carrière, ça a été une jeune fille qui rentrait de Syrie, une fille d'avocat athée. Cette gamine, elle rentre de Syrie pour se faire opérer parce qu'elle a un problème dans le dos et elle ne peut pas faire d'enfant. Et elle était complètement radicalisée. Donc elle était très bien là-bas, chez Daesh, mais elle voulait faire des lionceaux du Cham. Le Cham, c'est la terre sacrée là-bas, et les lionceaux, c'est les enfants, vous l'avez compris. Elle rentre se faire opérer. Moi, j'avais travaillé avec sa mère pour essayer de garder le lien. J'avais coaché sa mère pour que sa mère ne quitte pas le lien, parce que vous savez, ça devient des robots anesthésiés qui ne ressentent rien, et les parents, au bout d'un moment, c'est très compliqué. Ils ne savent plus s'ils doivent garder le lien par Internet, avec un enfant qui devient une espèce de monstre, ou s'il y a encore l'enfant qui existe quelque part. Hein. Donc j'avais travaillé avec cette maman pour que vraiment elle comprenne, elle soit certaine que quelque part, il y avait encore ce petit enfant qui devait être quelque part, par là. Bon, j'avais réussi à ce qu'elle garde le lien. La gamine devait se faire opérer en Turquie, et finalement, la maman arrive à la ramener sur Paris pour faire l'opération. Ce qu'elle voulait, évidemment, c'était d'appeler la police, de l'incarcérer pour immédiatement la couper du groupe radical, quitte à ce qu'elle fasse 10 ans de prison, mais lui sauver la vie. Parce que, de toute façon, aucune fille n'est rentrée vivante de Syrie. Je tiens à vous le dire, les garçons peuvent rentrer, mais les filles qui rentrent vivantes, ce sont des filles qui sont accompagnées d'un homme. On ne s'échappe pas quand on est seule, femme seule de Syrie, parce qu'on ne peut pas marcher dans la rue sans homme. Et je me dis, cette fille, si je veux arriver à refaire du lien, à la réhumaniser, hein, quelque part, je vais passer par son histoire d'amour. Parce que cette fille était amoureuse d'un garçon qu'elle avait connu à 15 ans, qui n'était pas radicalisé non plus, qui n'était d'ailleurs même pas musulman non plus, et ils s'étaient aimés de 15 à 17 ans. Et donc je me disais, ils ont connu l'amour. Donc même si maintenant ils se sont radicalisés ensemble et qu'ils sont partis chez Daesh, je dois arriver, en passant par leur amour, à raviver quelque chose de l'humain. Et je sais que son mari a un handicap. Et je sais, par les témoignages, par nos infiltrations sur Internet, que quand il y a un handicapé, contrairement à ce qu'ils prétendent dans leur propagande, hein, parce qu'ils vous font des propagandes où les petits handicapés sont mélangés avec les autres, on leur donne à manger des bonbons, c'est pas vrai.
La réalité, c'est qu'ils les inscrivent sur la liste des kamikazes les premiers. Parce qu'avec un handicap, évidemment, on ne peut pas combattre. Donc je bluffe. Et je dis à la fille, tu sais, en fait, peut-être que j'ai les moyens de rapatrier ton mari. C'était absolument pas vrai, hein. Mais je voulais faire le lien. Je voulais passer par quelque chose qui restait de son âme, de son cœur, pour essayer En fait, je ne savais pas comment m'y prendre. C'était le tout début. Et là, j'ai le plus grand moment de solitude de ma vie. La gamine me regarde avec un grand sourire, sincère, et elle me dit « Hamdoullah, tu le sais qu'il va devenir kamikaze ? Hamdoullah, tu sais, ça fait 3 fois que je lui demande de s'inscrire sur la liste des martyrs. Parce que s'il ne s'inscrivait pas sur la liste des martyrs, j'aurais demandé la répudiation. Parce que c'est quand même la honte qu'il ne veuille pas devenir martyr. » Et alors là, c'était très très lourd parce que je réalise qu'elle n'aime plus son mari comme un être humain à part entière, mais comme une créature, mais qu'elle ne l'aime que dans la perspective où il veut se sacrifier pour son idéologie. Et évidemment, c'est l'un des moments les plus difficiles où je n'ai plus de fil. Je n'ai plus de fil. Donc la déshumanisation du jeune, c'est ça. Et ensuite arrive la dernière étape qui est la déshumanisation des victimes. Parce que pour faire souffrir les innocents, pour tuer tous ceux qui ne pensent pas comme vous, il faut quand même arriver à ne plus les considérer comme des humains. Et c'est là que le process nazi est commun. C'est qu'ils vont clairement faire en sorte que l'autre, celui qui ne pense pas comme eux, qu'il soit musulman, juif, chrétien, athée, chiite, mais aussi sunnite, parce que je vous rappelle qu'il y a des centaines et des milliers de Syriens qui sont soit riches et qui sont arrivés en Occident, soit pauvres qui sont aux frontières en train de mourir dans des tentes. Et qu'il y a très peu de Syriens qui sont restés en Syrie. Eh bien, celui qui ne pense pas comme eux, qui ne fait pas allégeance, doit être tué et n'est plus considéré comme un être humain. Et pour aider à les tuer, ils vont jusqu'à découper des têtes, les afficher sur des pics et toutes les horreurs que vous avez vues. Mais vous savez ce qui est absolument terrifiant chez Daesh, c'est que quel que soit le motif d'engagement, la raison qui a été donnée aux jeunes, à la fin du processus de radicalisation, ils sont tous déshumanisés. C'est-à-dire que même celle qui a été embrigadée pour soi-disant aller sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad, si on n'intervient pas dans son processus, 2 mois plus tard, elle est prête à être complice de l'extermination de tous ceux qui ne se sont pas engagés avec elle pour sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad. C'est ça qui est terrifiant dans le processus. Alors bien sûr, il y a des cas d'auto-déradicalisation. C'est-à-dire que quand la jeune, et je connais par exemple des petites de 14 ans qui sont parties fin 2013 pour sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad, arrivées là-bas, elles ont vu qu'il n'y avait aucun hôpital pour sauver les enfants gazés par Bachar el-Assad et que Daesh lui-même massacrait les enfants de Syriens si les parents syriens ne faisaient pas allégeance à Daesh. Donc là, elles se sont auto-déradicalisées immédiatement, sauf qu'elles ont été séquestrées et qu'elles ne sont jamais pu rentrer. D'autres, celles qui cherchaient le prince, eh bien celles qui cherchaient le prince, quand elles arrivent sur place, elles sont enfermées dans la fameuse Madassa appelée Makar, qui est une maison close, fermée, tenue par une matrone, où il n'y a pas de matelas pour tout le monde, où il n'y a pas d'eau pour tout le monde, où il n'y a pas assez de riz pour tout le monde, et où la seule possibilité de sortir de cette maison fermée, c'est de choisir un djihadiste sur catalogue. Et le prince qui les a séduits, qui les a valorisés, qui leur a dit « ma perle, mon amour, j'ai jamais ressenti ça, on va aller refaire le monde, on va avoir un monde non corrompu, on donnera les t-shirts à tout le monde, aucun enfant n'aura froid, je serai là pour remplacer l'ONU. » Eh bien, il ne vient jamais.
Parce que bien souvent, ce rabatteur qui avait les yeux verts, il habite en Tchétchénie et il reçoit de l'argent par Daesh pour séduire et embrigader les jeunes. Ou des fois, il est à Nice. Donc, il ne vient jamais la chercher. Donc, elle doit choisir un djihadiste sur catalogue et, bien sûr, elle va ensuite faire un enfant par an. Croyez-moi, ces 2 années passées avec ses parents qui ont vécu des choses qui sont même pas comptables, que je ne peux raconter tellement ses parents ont souffert. Certains parents hurlaient la mort en disant j'aurais préféré qu'il soit mort. Parce que c'était impossible, quand le jeune est parti, de penser le revoir un jour. C'était plus lui. Même quand l'enfant est embrigadé et on arrive à le récupérer à la frontière, il est là sans être là. Et c'est pour ça qu'on a dû construire une méthode d'éradicalisation, comme on dit. C'est pas un joli mot, mais on n'a pas trouvé mieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va essayer de le couper du groupe radical pour qu'il redevienne un individu qui pense, pour qu'il redevienne un individu pensant. J'ai beaucoup travaillé avec les parents pour savoir comment on pouvait y arriver. Et finalement, on s'est rendu compte que les mères sauvaient leurs jeunes embrigadés. Quand la police arrive à récupérer le jeune à la frontière, ce sont quand même beaucoup les parents, les pères, mais beaucoup les mamans qui arrivent parce que ce sont elles qui sont persuadées que le petit enfant est quelque part encore sous cette carapace. Et on appelle ça, nous, la méthode de la Madeleine de Proust. C'est-à-dire que les mamans, on leur demande de refaire les mêmes gestes qu'elles faisaient quand l'enfant était petit, de remettre le même parfum, d'écouter la même musique, de refaire le même gâteau, de refaire les mêmes gestes. Et c'est inconscient. Le jeune, malgré l'embrigadement, eh bien, il ressent des sensations dans son corps qu'il ressentait du temps où les parents étaient encore considérés comme des parents. Même s'il ne le veut pas, et qu'il se dit « je ne m'approche pas d'elle, ne me fais pas de câlin, ne me touche pas, cofard, sale sorcière, endormie, vendue », même avec ces paroles-là, c'est plus fort que lui. Et les mères qui arrivent à faire ça, parce que c'est pas simple, hein. C'est pas simple d'avoir un inconnu devant vous qui a le visage de votre enfant. Mais quand elles y arrivent, je peux vous assurer que ça marche du tonnerre. Il y a toujours une réincarnation de quelques instants, un petit peu, mais petit peu par petit peu, on arrive à fendiller la carapace du jeune qui se met dans une espèce d'ambivalence. Un coup, il se dit, c'est Daesh qui dit la vérité. Un coup, il se dit, mais si Daesh me mentait. Il y a une espèce de petite faille. Et hop, il faut lui sauter dessus, là. C'est-à-dire que dès que la carapace commence à s'émietter, on va mentir aux jeunes. On déradicalise en faisant que des mensonges. Quand je pense que le Premier ministre dit, on demande des volontaires pour aller dans le centre de déradicalisation. Mais monsieur le Premier ministre, aucun radicalisé n'est jamais volontaire pour se déradicaliser. Le radicalisé ne sait même pas qu'il est radicalisé. Il a l'impression qu'il détient la vérité, qu'il a du discernement et que nous tous, on est des endoctrinés. Comment voulez-vous qu'un radicalisé lève la main pour dire déradicalisez-moi? C'est un ridicule grotesque. Alors il faut faire des guet-apens. Il faut déradicaliser le jeune sans lui dire qu'on le déradicalise. Alors on fait alliance thérapeutique avec les parents. Et on commence à mentir aux jeunes sans arrêt. Si ça passe sur Internet, je suis fichue. Heureusement que maintenant, je forme les professionnels. Mais il faut mentir, parce que il faut que le jeune y vienne. Mais on ne peut pas dire aux jeunes, je vais t'emmener voir des gens qui vont t'expliquer que Daesh ment. Il faut que ça lui rentre dans le cœur sans qu'il ait le temps de se blinder à nouveau, sans qu'il ait le temps de refermer sa carapace. Alors on a conçu des expérimentations avec les parents. Tout ça, ça a été fait sur le terrain. Hein. Maintenant, tous les psychologues viennent vers moi, me disent on va vous expliquer pourquoi ça fonctionne. Mais au départ, je vais vous dire, on a tâtonné avec les 1000 parents, on se réunissait, on se parlait toute la nuit, on n'avait pas de vacances, on n'avait pas de week-end et on a trouvé ces choses-là au feeling.
beaucoup du feeling de femme. Hein. Je vous dis, les mamans, c'est grand respect de ma part pour ces mamans-là. Et on s'est dit, il ne faut pas que le jeune il ait le temps de comprendre là où il arrive. On va profiter que les parents ils ont refait du lien pour le surprendre. Et alors, on a réalisé que la meilleure façon de montrer la vérité de Daesh, le projet d'extermination externe et de purification interne, le meilleur moyen de montrer la vérité, c'était des repentis. C'était des gens qui avaient vu Daesh dans les yeux, qui avaient été incarcérés, qui n'avaient pas pu avoir un Coran pendant 6 mois, parce qu'ils refusaient le djihadiste avec qui ils devaient être mariés, et des repentis qui disent, mais même en France on nous donne le Coran, mais Daesh ne nous donnait même pas un Coran. C'est pas vrai. Le chauffage, ils disent que le chauffage est gratuit pour tous. C'est pas vrai. Tous les Syriens sont en train de mourir sous des tentes. Non seulement ils n'ont pas de chauffage, mais ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de médicaments et ils n'ont pas de nourriture. C'est pas le chauffage dont il manque de tout. Le chauffage gratuit, c'est que pour ceux qui font allégeance. Et combattre les soldats de Bachar, même ça, c'est pas vrai. En vérité, les djihadistes se combattent entre eux, parce qu'il y a des autres groupes djihadistes qui ne veulent pas faire allégeance à Daesh, les anciens El-Nosra, puis encore un autre groupe. Donc en fait, c'est le calife qui veut prendre la place du calife. Vous connaissez cette histoire des 2 gamins de Strasbourg qui ont grandi ensemble depuis la maternelle, qui ont fait des bêtises ensemble, c'était 2 petits gamins un peu qui délinquaient, qui finissent par être récupérés par Daesh, et donc ils font tout ensemble. Depuis qu'ils sont petits, ils sont comme des frères, c'est 2 voisins, de la même montée d'immeuble, de la même cage d'escalier. Ils partent ensemble, arrivés à Alep, ils sont triés, et ils ne sont pas dans le même groupe. Alors ils font le bazar, ils disent mais enfin on a toujours tout fait ensemble, on vient faire le djihad ensemble. On leur dit ici vous obéissez, toi là, toi là. Et en fait ils se retrouvent sur le champ de bataille en ennemis, parce que Daesh combattait le groupe de l'autre qui voulait être calife à la place d'El-Baghdadi. Et alors ils se sont enfuis ensemble, parce que les hommes arrivent à s'enfuir. Et ils sont venus à la justice française en disant on est parti, on va aller en prison, mais monsieur le juge, on voudrait être dans la même cellule. J'adore cette histoire. Ils sont encore incarcérés, mais ils sont incarcérés ensemble. Alors, pourquoi je suis partie à vous raconter ça? Ça y est, je commence dans les anecdotes. J'en étais, oui. Alors, les mensonges de Daesh. J'en étais aux mensonges de Daesh. Donc, il faut qu'on arrive à montrer aux radicalisés les mensonges de Daesh. Et qui mieux que les repentis, qui mieux que ceux qui rentrent. Alors on a un peu copié sur les alcooliques anonymes, vous savez, et quand les parents arrivent à nous ramener le jeune, j'ai déjà trouvé un repenti qui me parle. Quand le jeune va rentrer dans la salle, le repenti est déjà en train de me parler de son histoire. Mais moi j'ai été maligne. J'ai été chercher un repenti qui a été engagé sur le même motif d'engagement que celui que je veux déradicaliser. Si c'est un jeune qui avait la haine, si c'est un jeune qui voulait être altruiste, si c'est un jeune, vous avez compris. Et alors, quand le radicalisé, il rentre avec ses parents, moi je suis devenue un handicap, hein, parce qu'il me reconnaît tout de suite. Mais il entend quelqu'un qui raconte la même histoire que lui, avec les mêmes noms que lui, parce que le monde des radicaux a ses émirs, il a les femmes des émirs, il a les enfants des émirs, il a les pères des émirs, il a des noms, il a des références, il a des termes religieux. Et alors quand il rentre, en fait, eh bien, il entend sa propre histoire dans la bouche d'un autre. Alors il est quand même déstabilisé. Sur les 1184 jeunes que j'ai suivis, il n'y en a pas un qui est reparti. Alors il s'assoit avec la moitié d'une fesse sur un siège, il regarde ses pieds, il ne veut pas me rencontrer, je suis la chétane de BFM. Mais en même temps, il entend son histoire dans la bouche d'un autre avec ses rêves, ses idéaux, tout ce qu'on lui a promis, tout ce qu'on lui avait dit. Et petit à petit, je fais parler le repenti de la réalité. Je lui fais raconter comment il a été maltraité, comment l'autre il a été violé, comment l'autre il a été tué, comment il a vu le meurtre d'enfants de 5 ans des Syriens qui ne voulaient pas faire allégeance, comment il a vu l'autre mourir de froid, comment ils ont largué cette femme qui ne pouvait pas faire des enfants, comment ils ont envoyé en kamikaze l'handicapé. Je lui fais raconter tout ça. Et à chaque fois, le fait d'entendre son propre
son propre idéal dans la bouche d'un autre, et bien finalement, il s'assoit, il écoute. Alors il faut compter longtemps, hein. Vous pouvez demander à mes officiers, on reste 2h30, 3h30, 4h30, des fois 5h. Il faut du temps. Mais au bout d'un certain nombre d'heures, à tous les coups, le radicalisé craque et finit par dire « Eh ben moi c'est pareil, ils m'ont dit de détester ma mère, ils m'ont dit qu'il fallait que je choisisse entre les jupes de ma mère et régénérer le monde. Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse pas ça. Ils m'ont dit que si je rentrais dans une photo, j'allais aller en enfer. Ils m'ont dit que si jamais j'écoutais de la musique, j'aurais considéré le chanteur comme un petit Dieu et que ça aurait été entravé l'unicité de Dieu et que forcément j'allais combattre le divin et je subirais des tortures pour aller en enfer. Ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça. Alors au début, quand on avait ce genre de confidence, de confession, on se disait oh, c'est formidable, mais finalement c'est possible de réanimer l'humain. Et en fait, après, quand il rentre chez lui et qu'il se remet sur Internet, il vous rappelle 5 jours plus tard et il vous dit ah, je sais qui tu es, c'est le Mossad qui paye Cazeneuve, qui te paye pour nous endoctriner. Non seulement on va te buter, mais on va te torturer, et puis tes collègues avec, et puis ton équipe avec, et puis on t'aura. Alors vous êtes complètement désespéré. Vous vous dites, c'est comme si j'avais rien fait, tout ça pour rien. Vous avez travaillé des heures avec votre équipe, des heures avec le repenti, des heures avec le parent dans la nuit. Les parents, ils vous ont caché de leur téléphone, ils vous ont enlevé sur Internet. On leur dit surtout, montrez pas que vous êtes en lien avec nous. Tout ça pour rien. Et puis 5 jours plus tard, ils vous rappellent. Il faut vite que vous appelez la police, il y a un mineur qui va partir avec tel couple, dans telle ville, voilà Sakounia. Sakounia c'est son pseudo de Daesh. Vite, vite, ils vont prendre ce petit, ils vont prendre une Volvo, et ils vous dénoncent une vraie filière, 5 jours plus tard. Et puis 5 jours plus tard, ça recommence. 2h du matin, j'aurai ta peau. Et 5 jours après, ils vous reçoivent quelqu'un. Et vous avez une ambivalence comme ça, avec les dents de scie. Il faut compter 1 an. 1 an pour, à chaque fois, vous allez le revoir tous les 15 jours avec les repentis, avec d'autres jeunes, et vous allez travailler l'embrigadement idéologique, c'est-à-dire le décalage entre ce qui lui a été promis et la réalité de Daesh. Vous allez lui faire le deuil de cette utopie. Mais ça prend 1 an minimum. Vous pouvez basculer dans cette espèce de monde surréaliste en moins de 2 mois. J'ai vu des jeunes qui sont partis à Daesh sans jamais avoir mis les pieds dans une mosquée. J'ai vu des jeunes partir chez Daesh qui n'ont jamais fait une seule prière musulmane. Ils passent de l'athéisme à Daesh en moins de 2 mois. Et il y en a d'autres, ils mettent 5 ans, ils passent par l'islam, ils pratiquent l'islam, ils se convertissent pour de vrai, ils se radicalisent. Tous les schémas existent. Il n'y a pas un schéma. Et par contre, ce que je peux vous dire, c'est que pour en sortir, minimum 1 an, grand minimum. Et une fois que le jeune fait le deuil du groupe, puis fait le deuil de l'utopie d'une société régie par la loi divine, des 2 utopies, à ce moment-là, il rencontre il tombe dans une grande solitude, une espèce de monde de néant, où vous lui avez cassé son château de cartes, où du coup, il ne sait plus refaire des relations dans le réel, il n'a plus confiance en l'humain, il n'a plus confiance en lui-même, parce qu'il se dit, mais comment j'ai fait pour croire ça? Comment j'ai fait pour souffrir ma famille comme ça? Souvent, il a fait partir des plus petits que lui, parce que chaque victime est coupable. Chaque victime embrigade à son tour les gens qu'il aime le plus. Donc le meilleur ami, en général, il a essayé de le faire partir. Et des fois, quand la police vous ramène un jeune qu'ils ont eu à la frontière, le jeune que lui, il a embrigadé, ou les jeunes que lui, il a embrigadés sont partis. Donc lui, il est sauvé. Mais par contre, il doit vivre avec la mort des autres. Sans compter que les autres, s'ils deviennent des kamikazes ou des gens qui vont taper, ils vont tuer des innocents. Donc il doit vivre avec ça aussi, parce qu'il en sort, mais il y a des traces derrière. Il a les mains pleines de sang, comme ils disent. On n'a tué personne, mais on a les mains pleines de sang. Donc on doit aussi leur apprendre à vivre avec ça.
C'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne suis pas contre l'incarcération. Je pense que parfois, j'ai demandé des enfermements de jeunes parce que j'avais besoin de les couper d'Internet. Tant qu'ils sont en lien avec leur tribu numérique, c'est comme une addiction, c'est comme un alcoolique qui voit sa bouteille derrière. Ça a été le seul groupe qui l'a coucouné. Ils ont 200 appels par jour, ils ont tout le temps des mails, ils ont tout le temps des textos, ils ne vivent que dans le monde virtuel. Et pour arriver à les remettre dans la relation normale humaine, avec sa difficulté, la relation humaine n'est pas toujours facile, on le sait tous, eh bien, il faut une certaine rupture. Alors, je préfère que ce ne soit pas pour les mineurs, je préfère les centres éducatifs fermés, qui sont évidemment moins durs que la prison. Mais je demande souvent aux juges un enfermement, parce que j'en ai besoin pour travailler avec ce jeune, et ce que je cherche, c'est la rupture avec Internet. Figurez-vous que rompre avec Internet, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Parce que vous avez toujours un copain, une copine, un inconnu qui passe par là, qui peut vous prêter un téléphone, et le réseau McDonald's ou Free Machin qui est libre. Et c'est très dur de couper un jeune d'Internet. Il y a des parents qui ont arrêté de travailler pour surveiller leurs enfants jour et nuit pour arriver à faire qu'ils se cassent, qu'ils se coupent avec ce groupe Internet. Quand au bout d'un an, on continue comme ça à montrer les failles, la propagande mensongère de Daesh, petit à petit, le jeune fait le deuil, le jeune accepte cette longue déception, arrive à se reconstruire. Et là, vous le mettez dans la main des interlocuteurs de droit commun, les psychologues, pour qu'ils fassent une psychothérapie et qui se demandent pourquoi il a laissé ce discours faire autorité sur lui, quelle était sa vulnérabilité première. Des imams, s'il veut apprendre l'islam, c'est là que l'imam peut intervenir. Ça ne sert à rien qu'il intervienne avant. Tant que le jeune n'est pas revenu un individu, aucun imam ne peut rien faire parce que de toute façon, il le prend pour un vendu. Vous le remettez aussi dans la main des professeurs, quand les professeurs le veulent bien, parce que c'est pas simple de reprendre un jeune qui a été dans cette radicalité. Croyez-moi, ils ont des fois 17, 18 ans quand on les stabilise, mais c'est pas simple que la société leur redonne une confiance. C'est pas comme un ancien délinquant qui a volé un autoradio, donc c'est encore un autre combat. Et puis évidemment la famille reprend sa place. Et puis, on essaye petit à petit de ne pas le lâcher, la surveillance reste accrue. Mais vous voyez qu'on est dans un système très compliqué. Daesh dit que... Daesh a cette phrase horrible de dire « Nous gagnerons parce que nous aimons la mort plus que vous n'aimez la vie ». Et nous, la déradicalisation qu'on a mis en place et qu'on va transmettre à tous les professionnels maintenant, c'est exactement l'inverse. C'est de dire la vie est toujours plus forte que la mort. Je suis en train d'écrire un livre blanc des jeunes qui se sont stabilisés, que je vais mettre gratuitement sur Internet, sur nos sites. Et j'ai un jeune qui me fait ce très beau témoignage. Ce qui m'a le plus aidé, c'est mon grand frère qui venait s'asseoir au bord de mon lit chaque soir et qui me disait tout ce que je n'avais pas vécu. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas bu un jus d'orange avec des copains sur une terrasse parce que j'étais trop timide, que j'avais pas connu l'amour parce que finalement, j'avais encore jamais vraiment aimé une fille et que j'avais jamais été aimée, que j'avais jamais été à la montagne faire du ski, je suis jamais montée sur des skis. Et de réaliser ce que je n'avais pas vécu, c'est comme si je me retrouvais petit à petit et que tout d'un coup, je réalisais qu'ils avaient essayé de me couper de ma propre vie. Et donc, les moyens pour montrer que la vie est plus forte que la mort sont nombreux. Je pense qu'on peut tous trouver ces méthodes pour montrer que la vie est plus forte que la mort, que religion vient de relier, que être croyant, c'est aimer les humains, c'est faire le bien sur terre, c'est pas de tuer des innocents. Et je pense qu'on est tous capables de faire des petits morceaux comme ça, de liens humains, de montrer que le lien humain est plus fort que cette chaîne de la terreur. Et c'est en grande partie
pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous ce soir. Je vous remercie. Ma quanto tempo dura l'usanza?